c'est à la fois une méthode qui permet de créer des questions en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat et de tenir compte du profil de la personne à qui on s'adresse pour que la question soit portée, délivre son message et amène de réponses nouvelles. AVS avec Philippe Robichon. Votre sport ce matin, parce qu'on en a fait du sport. Ravi de vous retrouver. Patrick Soulaille est avec nous. Bonjour Patrick. Voilà Philippe. Voilà, vous êtes le fils de Madame Soulaille. Ouais. Voilà, Fier de l'être. Merci maman. Voilà, j'aime bien citer votre mère, comme ça je suis tranquille après. Formateur en process communication. C'est ça. Notre invité aujourd'hui s'appelle Frédéric Falise. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes un autodidacte, vous avez d'abord une formation scientifique à la base, chimiste puis mathématicien. Je confirme. Voilà, concepteur et développeur de la questionologie, on en parlera ce matin. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Auteur de questionner mieux et gagner en leadership, les 11 applications de la questionologie pour réussir en équipe. Alors évidemment, tout le monde se demande de quoi parle-t-il ? Qu'est-ce que c'est que la questionologie ? Ça ressemble un peu à questionnement. Exactement. Logie, ça vient de logos, science de, comme dans biologie. Donc c'est la science du questionnement. Comment faire de bonnes questions lorsqu'on en a besoin. Voilà. Qui d'autre que vous et vos proches ont intérêt à écouter cette émission ce matin ? La question qu'on peut se poser, c'est quel professionnel peut se satisfaire de la réponse dont tout le monde dispose déjà ? Si on accepte l'idée qu'on a tous besoin d'une meilleure réponse, on accepte l'idée qu'on a tous besoin, quels que soient nos métiers, de meilleures réponses. De meilleures questions, pardon. Vous avez compris. Ouais. On va vous envoyer dans les écoles de journalisme. Vous avez tout révolutionné, vous voyez. Donc, la questionologie, qu'est-ce que c'est, si on peut le définir ? C'est vraiment une méthode. C'est à la fois une méthode qui permet de créer des questions en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat et de tenir compte du profil de la personne à qui on s'adresse pour que la question soit portée, délivre son message et amène de réponses nouvelles. Voilà. C'est tout un ensemble d'astuces, de trucs, de ficelles, de grammaire qui, mis ensemble, donnent une discipline pour poser une meilleure question en fonction de la situation, de l'interlocuteur et de son objectif. Poser des questions, ça s'apprend ? Définitivement, oui, malgré tout ce qu'on nous a dit à l'école. On nous a dit à l'école, il n'y a pas de question idiote. Et vous avez déjà eu ce feeling là d'être celui qui pose la question, qui n'est pas très maline. Et puis en primaire, on accepte le truc, mais au collège, on préfère que ce soit le voisin qui y aille. Et au lycée, on voudrait surtout que ce ne soit pas nous qui posions la question idiote. Donc on ne nous a pas dit comment faire, on nous a juste rassurés en nous disant qu'il n'y avait pas de question idiote. Mais le simple fait qu'on cherche à nous rassurer, c'est quand même le fait qu'il y a des questions qui sont moins bonnes que d'autres. D'ailleurs, les profs n'apprécient pas toujours l'élève qui pose toujours des questions. Pose trop de questions en classe. Oui. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'une question, c'est une quête. Quand vous choisissez une question, vous proposez une quête. Ça veut dire que vous emmenez votre interlocuteur dans votre chemin, sur vos pas. Et donc, imaginez un professeur qui doit faire face à 35 élèves qui chacun suit sa quête. Il ne peut pas s'en sortir. Donc on a complètement renversé le principe. C'est le professeur qui pose des questions et les élèves qui sont censés trouver la réponse à sa quête. C'est beaucoup plus optimal. Question, quête, c'est le même début, c'est la même racine ? C'est la même racine, ça vient de questaere. Alors je le prononce très mal en latin, paraît-il. Et c'est l'idée que c'est à la fois une question, c'est à la fois un objectif à atteindre et un chemin à parcourir en même temps, les deux. Et d'ailleurs, si on applique ça à la question, on comprend quelque chose de particulier qui n'est pas bien maîtrisé, c'est qu'une question, c'est à la fois un sujet, mais c'est aussi un chemin proposé. Donc, par exemple, si je demande à ma fille, est-ce que tu as rangé ta chambre ? Vous connaissez cette fameuse question ? Elle ne marche pas. Et on continue à la poser. De toute façon, c'est une question fermée. Et le sujet est bon. Ranger sa chambre, c'est pas idiot. Et on peut transformer le chemin. On peut garder l'objectif, mais on peut transformer le chemin en disant comment souhaites-tu organiser ta chambre pour ne plus devoir la ranger ? Si ça vous va, on garde l'objectif de ranger la chambre. Et comme on a proposé un autre chemin, on a une chance qu'il cherche une organisation qui lui permettra de ne plus ranger sa chambre. C'est de la manipulation, ça. C'est pour ça qu'elle lit vite, votre fille, en fait. Elle a été manipulée depuis son plus jeune âge. Alors, la frontière, elle est toute proche. Mais moi, j'aime bien poser la question de... la question de l'éthique, elle vient quand ? Quand est-ce qu'on peut commencer à faire des choix éthiques ? C'est quand on maîtrise un outil. Alors, c'est pas parce que vous savez pas comment poser de bonnes questions que vous n'êtes pas manipulateur. Mais si vous savez comment poser de bonnes questions, vous pouvez faire le choix. Et donc, la question éthique devient possible. D'accord, mais beaucoup de gens nous écoutent ce matin, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Nous, des questions, on en pose toute la journée. Oui, c'est vrai. Et tout le monde pose des questions tout le temps. C'est vrai. Et personne ne se pose des questions sur les questions qu'il pose, d'ailleurs, puisque ce sont devenus des automatistes. Exactement. Automatisme. Donc, pourquoi ça serait intéressant de se former à la questionologie ?
Alors j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, j'ai dit pourquoi, déjà faut pas mettre pourquoi. Oui, bien vu. En fait, je vous propose de vous présenter comment je démarre lors des conférences. Je demande à main levée à tout le monde de dire à quel point ils évaluent leurs questions pertinentes. Je leur demande d'évaluer la pertinence de leurs questions sur une échelle qui va de pas du tout pertinente à franchement pertinente. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? La majorité des personnes sont convaincues de poser des questions pertinentes. Ok. Et quand je leur demande juste après de dire à leur avis quelle est la proportion de la population qui ferait bien d'apprendre à poser de meilleures questions, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent tous que la majorité des gens feraient bien d'apprendre à poser de meilleures questions. Donc on est convaincu que nos questions sont bonnes, mais on est très souvent déçus par les questions des autres. Vous voyez ce feeling particulier ? Alors, qu'est-ce qui vous garantit que vous n'êtes pas de temps en temps cet autre de l'autre, ce décevant-là, qui n'a pas posé la bonne question ? Ce qu'il y a, c'est qu'on est immergé dans notre univers et on est persuadé que si on pose un bon sujet, forcément la question était bonne. Mais non, la question, c'est à la fois un chemin et un objectif. C'est à la fois une formulation et un sujet. Et donc, on peut avoir un très bon sujet, mais une question qui est très mal formulée. Alors, vous avez élaboré une méthode de questionologie. Comment est-ce que vous avez élaboré votre technique ? Maintenant, c'est un processus continu. Parce que vous avez recensé un certain nombre de questions, combien ? Plusieurs milliers ? 3800, enfin, un peu plus de 3800 maintenant, oui. Des questions qui vous paraissaient pertinentes ? Voilà. Des bonnes questions ? Que j'ai trouvées plus pertinentes que celles que moi j'aurais été capable de poser. En fait, la questionologie, ça vient d'un moment de frustration énorme. Je me trouvais dans une réunion, on était tous bloqués, on n'arrivait pas à avancer, puis quelqu'un arrive, 20 minutes plus tard, nous pose les 3 questions qui nous ont permis d'avancer. Et je me dis, comment ça se fait que moi, je ne les ai pas posées, ces questions-là ? Ça m'a rendu à peu près vert de rage, et j'ai été demandé, comment ça se fait que tu poses ces questions auxquelles moi, je ne pense pas ? Et la personne m'a répondu 3 choses. Elle m'a dit, question de talent. Donc là, je sentais bien que je n'étais pas de ceux-là. Puis il m'a dit question d'expérience pour essayer de dominer. Et là, je me disais, OK, à 80 ans, je connaîtrais les questions que je vais poser à 20. Et puis il m'a dit question de curiosité à l'autre. Mais moi, je suis très curieux des autres. C'est pas pour ça que je pose de bonnes questions. Tout ça pour raconter que ça a démarré à ce moment-là, en me disant, c'est pas possible, il y a moyen de poser de meilleures questions. Et c'est quoi les astuces, c'est quoi les ficelles ? Voilà. Et donc, c'est vraiment des astuces et des ficelles. Et vous verrez, parce qu'on le voit dans votre livre, appliqué au leadership et au management, donc ça débloque beaucoup de situations de crise, notamment pour les fameux brainstorming. Yes. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, vous avez élaboré une méthode. Est-ce que vous avez repéré, par exemple, que les bonnes questions avaient une structure identique ou pas ? C'est un peu plus subtil que ça. Les bonnes questions, donc les bonnes questions proposent des pas de côté, des chemins de traverse. Si vous posez une question qui permet à votre interlocuteur de répondre sur son autoroute de pensée, il ne va rien se passer de particulier. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, voilà. Mais si je vous demande quels sont les 7 verbes qui vous animent tous les jours dans votre métier, je sais que ma question est un petit peu sophistiquée. Je l'ai vu dans votre livre, donc je me suis préparé. Je me suis préparé à toutes les questions qui sont dans le livre. En fait, si je vous pose cette question-là, tout à coup, vous devez sortir de votre autoroute de pensée. Vous ne pouvez pas penser aussi vite que d'habitude. Et donc, en sortant d'autoroute de pensée, en allant chercher dans les chemins de traverse, vous allez trouver des réponses nouvelles. Vous les avez en vous, mais vous les explicitez à ce moment-là. Et là, il faut préparer un peu quand même. Il faut vraiment aller regarder à l'intérieur de soi-même. Et c'est ça qui va faire une question intéressante. Alors maintenant, quelle astuce utiliser à quel moment ? Ça dépend de votre interlocuteur, de votre situation et de votre objectif. L'important, c'est la question ou c'est la réponse ? Si vous acceptez l'idée qu'une question est une quête, Einstein répond à ça en disant qu'il faut d'abord bien choisir sa question. Il a une citation qui est très connue qui dit que s'il avait un problème dont sa vie dépend, il passerait les 55 premières minutes à trouver la bonne question, car alors les 5 dernières lui permettraient de trouver la bonne réponse. Et donc d'abord choisir la question avant de choisir la réponse, c'est ça qui va garantir la qualité de la réponse. Je ne suis pas sûr que l'un est plus important que l'autre, mais je suis certain que choisir la bonne question conditionne la bonne réponse. La bonne question au bon moment avec le bon interlocuteur. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction du type d'interlocuteur, on n'aura pas la même façon de le questionner. L'idéal, c'est de s'adapter, effectivement. Ouais. C'est vraiment du sur-mesure, finalement. On devrait l'apprendre aux enfants, finalement, très tôt, ça, dans l'éducation. Alors, non seulement on devrait l'apprendre aux enfants, mais surtout, on devrait étudier comment les enfants posent des questions pour garder cette capacité de questionnement une fois devenus adultes. Je ne sais pas si vous savez ça, mais le niveau de créativité est le plus faible à 24 ans. C'est-à-dire que c'est à 24 ans qu'on est le plus formaté. Avant ça, on est hyper créatif.
Et puis on passe par les fourches codines de l'enseignement. Et petit à petit, on perd cette créativité jusqu'à 24 ans. On se relance vers un nouveau process de créativité. Et les enfants sont hyper créatifs, posent des questions dans tous les sens, vous le savez, hein, les enfants, les gamines, les gamins qui posent des questions dans tous les sens, ils sont vibrants de ces interrogations, et petit à petit, on va leur apprendre à élaguer les questions qui dérangent, à élaguer les questions qui font sortir les gens de leur autoroute de pensée. Mais Fred Fallis, par quoi elles commencent les questions des enfants ? Souvent, c'est vous pensez à pourquoi ? Ah, vous voyez ? Oui, bien sûr. Vous avez compris mon chemin de pensée. Ah oui, ils posent énormément de pourquoi. Les enfants, c'était et pourquoi et machin, et pourquoi. Oui. Et pourquoi. Et vous savez pourquoi ils posent autant de pourquoi ? Je vous pose la question, mais je sais que vous êtes un spécialiste. En fait, la raison pour laquelle ils posent autant de pourquoi, c'est qu'ils ne cherchent pas des réponses en parce que, ils cherchent des réponses en pour. Ils ne cherchent pas la cause, ils cherchent l'objectif. Je me rappelle de mon fils qui me posait la question en permanence, mais pourquoi en hiver, le soleil se cache dans les nuages ? Alors moi, comme un bon papa, j'ai pris un ballon rond pour faire la terre, un autre, une orange pour faire le soleil, puis j'ai commencé à tourner autour. Et plus j'essayais de lui expliquer, mais pourquoi c'est une orange le soleil ? Et pourquoi le ballon, il est rond et au milieu ? Et pourquoi c'est pas l'autre qui... Enfin, je devenais fou. Et mon épouse passe juste à côté. Et qu'est-ce qui se passe ? Et je dis, mais il y a Brieux qui me demande, mais pourquoi le soleil se couche plutôt en hiver ou se couche dans les nuages en hiver ? Et mon épouse dit, mais simplement pour se mettre dans la couverture des nuages et avoir plus chaud. Et alors, c'est devenu un pour. Voilà qu'il y avait un objectif plutôt qu'une cause. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas une réponse rationnelle, cette affaire-là. Oui, c'est vrai, mais mon fils avait 6 ans à l'époque. Donc c'est pas idiot de lui répondre de façon merveilleuse. Et en faisant ça, la chaîne de pourquoi s'est tout de suite arrêtée. Brieux a fait, ah oui, c'est ça. Et ça lui paraît sensé. Et en fait, les enfants enchaînent les pourquoi, parce qu'à chaque fois, on cherche à lui donner des parce que, justement, qui sont des justifications dans lesquelles ils ne s'y retrouvent pas du tout. Enfin, je sais que mes enfants, ils aiment bien, c'est pour faire parler les bavards. Et en général, ça clôt les débats, je peux vous dire. Ça a marché un certain temps. C'est pour faire parler les bavards. Mais je vous invite vraiment à ça. Ouais. Et surtout, si vous avez des adolescents, il y a un double enjeu avec le pourquoi. Si vous posez une question qui commence par pourquoi à un adolescent, il va se sentir obligé de commencer sa réponse par parce que. Et il va commencer par se justifier. D'ailleurs, si vous voulez bien, Philippe, je pourrais vous demander, mais pourquoi vous portez des lunettes ? Pourquoi vous portez des lunettes ? Ça m'arrange. Ouais. Ça m'arrange et c'est mieux, parce que sinon, je vais ressembler à Clarence. Okay. C'était le long de Dactari. Ok. Pourquoi vous ne voulez pas ressembler à Clarence ? À Clarence ? Oui, à Clarence. Ça, c'est vrai, c'est une bonne question, parce qu'on n'est pas coiffé pareil. Ok. Et si ça vous va, le début de vos réponses commence à jouer dans un inconfort qui va se nicher dans un peu de justification. Alors que si je vous pose la question et je vous demande de démarrer par pour, votre réponse, démarrez votre réponse par pour, pourquoi vous portez des lunettes ? Pour mieux voir. Pour mieux voir. Mon enfant. Et là, je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous parlez de motivation, vous parlez d'ambition, et ça change complètement la dynamique dans laquelle on est. Mais est-ce que l'inconfort, ça ne permet pas aussi également de sortir justement de son sentier de pensée, comme vous dites ? Ok. Parce que ce que j'ai compris... Alors, je peux me permettre de vous interrompre. Votre question démarre par « est-ce que ?» et en plus, elle a une formulation négative. « Est-ce que vous ne pensez pas que ?» Oui. Alors, il y a une astuce, c'est que toute question fermée cache une idée, une conviction qui avance à visage masqué. La preuve, c'est que si je vous fais soit de la réponse oui, soit de la réponse non, vous n'allez pas être satisfait. Par exemple, je dis non, et ça ne vous va pas, parce qu'en fait, vous avez une idée derrière. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait ? Ce que j'en pense, c'est que il n'y a pas de... Tout est équilibre. Génial. Ok. Et vous voyez, ce qui est particulier, c'est que à la question fermée que vous m'avez posée juste avant, je ne pouvais pas deviner que c'était la notion d'équilibre qui se trouvait là-dedans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un peu d'inconfort pour sortir de son sentier de pensée ? Moi, je n'avais pas perçu que vous parliez d'équilibre, de juste équilibre. Et oui, et alors, pour moi, la question devient comment créer des questions qui sortent les gens de leur zone de confort. On parle de questiologie aujourd'hui, vous tapez, vous googlez, vous trouverez le TEDx de notre invité, Fred Fallis, qui est là avec nous, qui a inventé et développé la questiologie. Patrick Soulaille est là également, et poser la bonne question au bon moment, cela s'apprend, et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous écoutent, ou de DRH, de directeurs, des gens qui ont besoin de faire passer des gens à l'action qui nous écoutent, et c'est une bonne technique pour aider les gens à passer à l'action. Oui, clairement.
Clairement. L'idée de la questionnologie, c'est non seulement une grille de lecture pour savoir quelle question poser à quel moment, mais c'est aussi une série d'applications, de techniques très concrètes qu'on peut appliquer dans la vie quotidienne. Voilà. On verra les techniques, voir comment on peut tous l'appliquer. Patrick, alors on parlait des pourquoi. Vous sur les pourquoi, c'est quelque chose qui vous ça vous titille, parce que vous dites qu'il ne faut pas poser de questions qui commencent par pourquoi. J'essaye de dire deux choses. J'essaye de passer deux messages. J'aime pas en fait de vérité absolue dans les questionnements parce que tout dépend de l'interrelation qu'on a avec les gens. Mais globalement, quand on pose un pourquoi, on risque de provoquer un parce que et donc une justification. Donc ça, c'est le risque qu'on prend, il faut le savoir. Et si on le sait, on peut poser des pourquoi si on veut une justification en face. Si on veut obtenir une motivation, il faut poser d'autres questions. Et par contre, quand on reçoit un pourquoi, quand quelqu'un nous pose un pourquoi, l'idée, c'est de voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on se justifie en démarrant par parce que je vois pas bien, ou est-ce qu'on parle de motivation en commençant par pour mieux voir. Et on a un arbitrage à faire, en fait, en fonction de l'interlocuteur avec lequel on est. Donc, il n'y a pas de vérité absolue où il ne faut pas le faire. Il faut savoir ce qu'on fait quand on utilise un pourquoi, il faut savoir ce qu'on fait quand on répond par un parce que. Si vous dites parce que, voilà, c'est pour mon look... ça ressemble à de la justification. Ça se justifie. Ouais, clairement. Alors que moi, le pourquoi, dans ma vision des choses, oui, bien sûr. Je l'utilise justement lorsque les personnes sont beaucoup dans ce qu'ils connaissent. Voilà. Okay. Donc à un moment donné, je vais aller chercher justement l'inconscient et les titiller avec ça. D'accord. Donc au début, oui, il y a du parce que. Ouais. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui sort qui n'était pas prévu. D'accord. Et ce que je vois souvent également, parce que je côtoie des coachs et des formateurs, c'est que ne pas utiliser le pourquoi, c'est un postulat en PNL, c'est un postulat en coaching, voilà, on n'utilise pas le pourquoi. Et donc, du coup, on utilise des questions qui commencent par « est-ce qu'il » ou « qu'est-ce qui ferait que ». D'accord. Et ça me va également, mais lorsque on n'utilise que des questions qui commencent comme ça, eh bien moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on crée une dépendance, on enlève la responsabilité du sujet. C'est-à-dire qu'on dit à la personne qu'est-ce qui ferait que tu pourrais réussir. La personne n'est plus sujet là. Ah, ok. Donc là, on crée cette responsabilité. Quand on n'utilise que ça, on l'enlève. Alors que le pourquoi, je suis d'accord avec vous, hein, je suis d'accord, ça ramène un parce que. Mais selon moi et dans ma pratique, c'est doser tous ces outils pour savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que pour avoir travaillé beaucoup avec des gens du social ou des gens qui sont un peu dans l'intellect, cela conditionne c'est un ergotage intellectuel et dire non, c'est pas de ma faute, parce que ce qui a fait que je vois bien. On enlève sa responsabilité. Oui, donc, pourquoi n'est pas un outil à ne pas utiliser, hein ? Enfin, je serais triste qu'on en arrive à cette conclusion-là. Et d'ailleurs, il y a des exercices qui sont extraordinaires en tant que coach, par exemple, ou dans un coaching. Vous pouvez, par exemple, poser 5 questions qui commencent par « pourquoi » en demandant au préalable à votre interlocuteur de démarrer toutes ses réponses par « pour ». Pourquoi tu n'as pas mis ça en priorité pour faire ceci. Et en fait, la personne va renouer à ses objectifs clés dans ce qu'il a fait. Okay. Donc, et il va prendre toute la responsabilité de ce qu'il a choisi. Et de la même manière, on peut aussi poser plutôt que 5 pourquoi d'affilée, on peut poser 5 fois d'affilée pour quel objectif. Pour quel objectif as-tu fait ça ? Pour quel objectif tu voulais ceci ? 5 fois qui va permettre à la personne de se ressourcer à son objectif. Alors que si on pose des questions qui commencent par pourquoi sans coder, sans dire où tu réponds par pour, ou bien tu pars par pour quel objectif, eh bien on risque d'avoir 5 fois des causes et petit à petit la personne peut être dans cette justification. Pas tous, parfois c'est nécessaire. Alors il y a aussi un autre élément que vous soulevez qui pour moi est essentiel, c'est que quand on enlève un pourquoi et qu'en plus on enlève le tu de la question, par exemple on passe de pourquoi tu as fait ça à qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, on désimplique la personne. Mais si vous passez de « pourquoi tu as fait ça » à « qu'est-ce que tu aurais dû faire », on garde le « tu » et il va rester plus impliqué dans la mise en œuvre de la solution. Alors ça, c'est un aspect de la questionnologie que j'ai beaucoup travaillé, qui sont les locus. Les locus, c'est l'idée que... Alors il y en a 4. Il y en a 4, exactement. Dans la questionnologie. Voilà. C'est quoi un locus déjà pour tout le monde ? Un locus, c'est le lieu
Alors c'est un peu bizarre quand je dis ça, mais c'est le lieu d'où vient la réponse. Si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé hier soir, il s'est passé ça en France. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai fait ça. Comment tu t'es senti hier soir? J'ai ressenti ça. Et c'est quoi ta définition d'une parfaite soirée? J'ai à chaque fois parlé d'une soirée, mais les réponses ne viennent pas de la même manière pour la personne. C'est une invitation différente. Un locus, c'est une invitation différente autour du même sujet. Voilà. Et donc exactement... les cadres que vous distinguez pour tout le monde. Ah oui, mais alors il y a observateur. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Invite la personne à observer la scène sans être dedans. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai mis un tu dedans qui l'amène à être acteur dans la réponse. Comment tu t'es senti hier soir ou qu'est-ce que tu as ressenti hier soir? Là, c'est introspectif. L'idée, c'est qu'il parle de ses ressentis. Et puis, c'est quoi la définition d'une parfaite soirée? Là, on lui demande de conceptualiser, de modéliser. Okay. Et dans ce cas-là, c'est une question méta. Voilà. Donc, on a observateur, acteur, méta, intro, qui sont 4 manières différentes de inviter la personne à répondre sur cette fameuse soirée. Et ce que vous souleviez comme sujet, pour moi essentiel, c'est que lorsqu'on est dans un coaching, dans un accompagnement, si on pose des questions qui deviennent soudainement observateurs, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est observateur, la personne n'est plus engagée dans la scène, en fait, effectivement, on peut le désimpliquer, le déresponsabiliser. Alors que qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu devrais faire? Là, on le maintient engagé dans la situation en le mettant en acteur. Alors, donc voilà, on peut modifier le pourquoi avec beaucoup de précautions et il ne faut pas forcément le jeter. Et si on l'échange, il faut vérifier qu'on atteint bien notre objectif. Dans ce cas-ci, le mettre en action. Okay. Ouais, je trouve ça marche très bien en entreprise, quand vous devez, par exemple, débriefer ou fixer des objectifs à des collaborateurs, c'est parfait. Oui, exactement. Et puis aussi en fonction de la situation, parce que si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est coincé, qui a bugué, qui a fait une bêtise, qui se sent mal à l'aise, il est déjà en insécurité émotionnelle. Et si vous lui posez la question, mais pourquoi tu as fait ça? Ou qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? Que ce soit un pourquoi ou qu'est-ce que tu... Comme je mets un tu, le voilà totalement engagé. Et si je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, on peut diminuer la charge émotionnelle. Mais ça dépend du tempo. Est-ce qu'on augmente la charge émotionnelle parce qu'on veut l'engager dans une situation ou est-ce qu'on veut la diminuer pour essayer d'apaiser un peu les tensions? Et voilà. Et c'est là où il y a une stratégie de questionnement avec ces différentes structures. On peut choisir un locus ou un autre en fonction de l'objectif qu'on poursuit. Voilà. Il y a des exercices dans votre livre. Ah, j'essaye, j'espère. Merveilleux livre. Pour vous, quelle est la différence que vous faites entre une question utile et une question aidante? Alors, ça dépend du point de vue de qui on parle. Là, pour moi, la question utile, c'est une question qui va générer une réponse différente, utilisable. Je veux dire plutôt ceci. Question utile, ça génère une réponse qui est utilisable, qu'on va pouvoir actionner. Voilà. Une question utile, c'est comment je vais faire pour être certain d'arriver à mon prochain rendez-vous. C'est une question très utile parce que la réponse va être exploitable et elle est utile pour nous deux éventuellement. La question aidante... On est dans le concret là d'ailleurs sur le prochain rendez-vous. Mais bon. La question aidante, c'est une question qui va permettre à l'autre de trouver sa réponse utile, quitte à ce que je la comprenne pas du tout. Je ne sais pas si ça vous paraît clair, mais il y a des tas de fois où on pose des questions en cherchant une réponse qui fait sens pour nous. Alors que si on veut aider, il faut surtout que l'autre trouve une réponse qui fait sens pour lui, quitte à ce que nous, on ne comprend rien. Et ça, c'est pas facile à faire. Et à accepter. Ah. Mais est-ce qu'une bonne question, c'est une question qu'on s'est d'abord posée soi-même? Alors, j'ai l'impression que non. Je ne suis pas sûr de ma réponse, là. J'ai l'impression que non. Il se fait souvent que quand on pose une belle question qui a bien marché, qui a apporté une belle réponse, on a envie de se la poser à soi. Mais est-ce qu'il faut qu'elle marche sur soi avant de la faire sur l'autre? Non, enfin je ne crois pas parce qu'on n'est pas identique. Et donc une question va faire mouche pour l'un et sans faire mouche pour soi. Même si c'est vrai, quand on pose une bonne question à l'autre, on se dit tiens... Est-ce que je me la suis déjà posée celle-là? J'ai envie de me la poser et voir ce qu'elle me génère comme réponse. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que j'essaie de dire, mais ça dépend un peu de comment on... Enfin, je crois même la clé d'une question aidante, c'est qu'on la pose exclusivement au service de l'autre. Donc, qu'elle soit bonne ou pas pour soi, voilà. D'ailleurs, il y a un piège là-dedans. Enfin, c'est peut-être la plus grande difficulté autour de la questiologie. Alors, accrochez-vous parce que j'ai toujours... C'est bien. Normalement, il faut le dire avant la page de publicité et après... Accrochez-vous. Accrochez-vous. Mais il n'y a pas de page de publicité tout de suite. Là, Mais je peux faire la musique si tu veux. On peut tenir 3 minutes. Bon, okay. Accrochez-vous. Et un enjeu, c'est que si vous voulez poser une question aidante, il faut forcément que votre interlocuteur trouve une réponse qu'il n'a pas déjà faite. Ça, c'est logique.
Mais alors, comment vous faites pour être certain qu'il va trouver une nouvelle réponse si vous ne devez pas savoir quelle réponse il va trouver? Je m'explique. Si vous lui posez une question que vous connaissez la réponse, dont vous connaissez la réponse, en fait, ça, c'est de la manipulation. Vous lui faites dire la réponse que vous souhaitiez qu'il trouve. Ce que font les journalistes beaucoup en interview, il faut quand même le dire. Il y a un peu de vrai dans tout ça. Bon, et en plus, les journalistes posent toujours les mêmes questions dont ils ont eu 10 fois la réponse. Alors, bon. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant. Vous savez, sur la réforme des retraites, j'ai traqué, vraiment, j'enregistre beaucoup les journalistes face au président, au présidentiable. Eh bien, la question, est-ce qu'il n'y a pas là une injustice? Au niveau de la réforme de retraite, elle a été posée à Sarkozy, à Hollande et aujourd'hui à Macron. Et c'est toujours la même question qui produit toujours des réponses aussi peu satisfaisantes. Et donc on tourne en rond sur un panel de questions qui est très étriqué, qui ne fait pas avancer vraiment la situation. Alors que si on leur avait posé des questions du genre quelle injustice cette réforme tente d'éviter? Ou bien, plus dur, quelle injustice cette réforme n'évitera pas? Vous voyez, une question qui est un peu challenging et qui devrait permettre de sortir des réponses qu'on a depuis toujours. Parce que finalement, les présidents, leur première qualité, c'est d'être entraînés à répondre aux questions fermées autrement qu'à la question. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Marshall. J'adore votre question, je vous remercie de me l'avoir posée et je vais vous donner ma réponse maintenant. Oui, c'est ça l'idée. Donc ils sont très très entraînés là-dessus et donc il faut réussir à faire des questions qui vont les forcer à sortir de leur autoroute de pensée, de leur entraînement médiatique. Et ça, c'est un vrai challenge. Donc, on revient sur le tadam. Donc, tadam. Ah oui, tadam. Donc, il faut réussir à poser une question qui va produire une réponse nouvelle. C'est facile. Alors, comment faire pour poser une question qui va produire une réponse nouvelle si on ne peut pas avoir une idée de la réponse qu'il faut trouver? Vous voyez le piège, hein? Pour trouver une réponse nouvelle, il faut quand même avoir une idée de la réponse nouvelle à trouver. Mais ça veut dire alors que c'est de la manipulation. Comment faire pour poser une question aidante sans être dans la manipulation? Comment faire pour poser une question dont la réponse va vraiment vous surprendre? Et ça, c'est très difficile. Donc, il faut réussir à poser une question sans avoir un a priori sur la réponse possible. Mais il faut quand même que la réponse vous surprenne. Et il faut quand même que la réponse génère quelque chose de neuf. Vous voyez cette espèce de blocage, de piège? Je ne sais pas si je suis totalement clair. Mais est-ce que ça revient à dire que finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse? Il y a votre réponse. Il n'est ni bonne ni mauvaise. Alors, si elle est nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, ça c'est tout à fait juste. Par contre, je crains qu'il y ait de mauvaises questions. Il y a des questions qui tombent à côté, c'est pas très grave, mais il y a des questions qui génèrent ou qui renforcent. Je sais pas, quelqu'un vous dit, un exemple, j'y arrive pas, et vous voulez l'aider. Ok. Le premier réflexe, la première question qui vient, c'est pourquoi tu y arrives pas? Ou qu'est-ce qui fait que tu y arrives pas? Et si vous êtes d'accord avec cette idée-là, en répondant, il va creuser ces difficultés. Il va confirmer toutes les bonnes raisons de ne pas y arriver. Ça marche? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que ça. Et donc, il renforce sa situation difficile. Alors que si vous lui demandez de quoi tu as besoin pour y arriver, ou comment tu te sentiras une fois que tu auras réussi, qu'est-ce que tu auras mis en place, hop, on passe dans l'autre sens. Voilà, on parle de la questiologie ce matin avec Frédéric Fallis qui est avec nous, qui a conçu, qui a développé cette méthode, la questiologie, et vous publiez un livre d'ailleurs pour tous les entrepreneurs et tous les managers, tous ceux qui s'intéressent aux questions de travailler mieux en entreprise, qui souvent sont dans des situations d'échec. Eh bien, vous pouvez lire auteur de Questionner mieux et gagner en leadership, les 11 applications de la questiologie pour réussir en équipe. On parlait tout à l'heure vous preniez un exemple sur les personnes qui quand même se posent toujours des questions. Moi, j'appelle ça des questions qui tuent. Vous voyez, ces questions qui, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ou pourquoi toujours moi. Donc, dans ces cas-là, comment on procède pour changer la disquette? Il y a un exercice qui est assez étrange à faire, que j'ai nommé « Définissez votre quête ». Donc en fait, simplement d'abord, je pourrais vous demander quelle est votre quête de vie, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans la vie, et il y a une réponse qui va venir « être heureux » par exemple. Et puis, vous transformez ça sous forme d'une question « est-ce que je vais un jour enfin être heureux ?» Voyez. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est à chaque fois évaluer sur 10 à quel point cette question vous tente, vous plaît, et puis vous allez chercher à la faire évoluer pour gagner un point. Donc, est-ce que je vais enfin un jour être heureux? C'est pas très kiffant comme question, donc on va lui mettre un petit 2 sur 10. Et vous la transformez. Comment être enfin un jour heureux? J'ai gagné 2 points, donc je suis à 4 sur 10. Puis vous la transformez encore. Comment être chaque jour un peu plus heureux? Et là, vous avez gagné 3 points de plus, ça fait 6 sur 10. Et puis, ça devient sur quoi je dois me concentrer dès aujourd'hui pour commencer à être chaque jour un peu plus heureux. Et vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que
si on reste dans ces questions lancinantes qui ne nous aident pas, vous savez, ces questions qui tuent, là, qui se répètent, comme vous les appelez, c'est simplement parce qu'on ne les pose pas par écrit, on ne les prend pas vraiment en considération et on ne cherche pas à les faire évoluer. On cherche tout de suite la réponse. Or, Einstein dit que s'il avait un problème dont sa vie dépend 55 premières minutes, il faut trouver la bonne question avant d'y répondre. Et donc passer de « est-ce que je vais enfin un jour être heureux » à « qu'est-ce que je dois commencer à faire dès demain pour commencer à être chaque jour un peu plus heureux ?» Vous voyez la différence, c'est qu'on a presque un plan d'action qui peut être mis en œuvre. Donc les questions qui tuent, il faut les écrire et chercher à les faire évoluer en évaluant chaque fois sur 10 à combien elles nous satisfont. Et à force, on va trouver une question qui est beaucoup plus mobilisante. Si on applique la questiologie, Patrick Soulaï, avec justement la process communication, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, je vais repartir sur l'exemple que vous donniez tout à l'heure, sur « j'y arriverai jamais ». En fait, c'est des croyances qu'on a dans nos esprits. Et pour moi, une bonne question va donner une solution à cette croyance. Et selon les types de personnalités, on n'a pas les mêmes croyances. Là, par exemple, j'y arriverai jamais, c'est lié au mythe de Tantale. C'est qui Tantale ? Tantale, c'est Tantale, c'est un petit malin qui a voulu s'amuser avec les dieux, qui s'est dit bon, moi je suis plus malin que vous, et donc il a fait des farces. Et à un moment donné, les dieux ils se sont un peu énervés. Et donc ils l'ont mis dans un endroit où à chaque fois qu'il voulait une pomme, par exemple, la pomme s'échappait. Il voulait boire de l'eau, et l'eau s'évaporait. Supplice de Tantale. Le supplice de Tantale, le truc horrible, d'accord ? Et donc, dans nos têtes, ça veut dire quoi ? Ça comment ça se matérialise ? C'est, on se dit, ce que je veux le plus au monde, je l'aurai jamais. Je pourrais faire ce que je veux, je l'aurai jamais. Et ça correspond au type de personnalité rêveur. Le type de personnalité, par exemple, travaillomane, lui, il est plus dans les 12 travaux d'Hercule. C'est Hercule, ces 12 travaux, c'était pour sa rédemption, parce qu'il avait tué dans un accès de folie sa femme et ses enfants. Donc, pour cette rédemption-là, il a fait ces 12 travaux. Et le type travaillomane, il va dire, pour que je sois bien, il faut que j'ai fini parfaitement mon travail. Donc, toutes ces croyances, toutes ces questions qu'on se pose avec la questiologie, je pense qu'on peut aller encore plus vite, en fait. Quand on a établi que on est à ce profil-là et c'est ces phrases-là qui résonnent en nous, du coup, on peut gagner du temps. On peut aussi voir nos mécanismes de défense, parce que ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est une quête. Ok, c'est une quête. Mais qui répond à l'appel ? Ah ouais, joli. Qui répond à l'appel ? Donc, certaines personnes ne vont pas répondre à l'appel parce qu'on a des mécanismes de défense différents. Moi, je suis de type en base empathique. Et tout ce que vous allez dire, je vais le prendre pour moi. C'est-à-dire que si demain, Philippe, il me dit Patrick, j'ai pas aimé ton pull. Il me le dit tous les jours. Je serais incapable de dire ça, Patrick. Alors là, franchement, surtout qu'aujourd'hui, on s'en sort bien. Par rapport à ces derniers temps, trop de jaune, peut-être. Trop de jaune. Mais regarde le soleil. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, vous le prenez pour vous ? Et du coup, moi, ce que moi, je vais entendre, c'est il m'aime pas. Ah ouais. C'est vrai ? Alors qu'il parle de mon pull. Ben ouais. En plus, il était pas jaune, il était moutarde. C'est pire. Ça montonnait, c'est mieux. donc, tout ça, donc, pour en revenir à la quête, c'est pour pouvoir accompagner une personne à aller dans sa quête, c'est bien de connaître un peu tous ces mécanismes de défense. Ouais. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Mm. Et on n'a pas tous les mêmes. Par exemple, un type persévérant, lui, il va projeter la faute sur tout le monde. Tout le monde. Ça va être la faute de tous les autres. Et surtout pas de lui. Hein. Et pas de lui. Ouais. Il y a le Vous avez complot. nous deux personnes en tête, là, je crois. Des persévérants. Ouais. Et pas de lui. Donc, quand on va l'emmener dans sa quête, on peut se dire, lui, il va me balancer que c'est pas de sa faute, il va me balancer que voilà. Donc, quelle question, avec votre méthode, quelle question je peux lui poser ? Ouais. Alors, en tout cas, je ne sais pas si vous réécoutez nos questions de tout à l'heure, on les a presque toutes faites au conditionnel.
Je le souligne parce Alors, que dans votre livre, vous expliquez comment on enlève le conditionnel. Oui. Il faut passer au présent ou au futur. Exactement. L'enjeu du conditionnel, c'est que les réponses sont soumises à conditions. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie ? Sauter en parachute, gagner au loto. Enfin, les réponses n'ont pas d'importance puisqu'elles sont soumises à conditions, elles n'engagent pas. Alors que si je demande qu'est-ce que tu aimeras faire dans ta vie, c'est beaucoup plus projetant. Et donc, on ne va pas pouvoir répondre sauter en parachute. Et donc, si je reviens sur le travailloman, là, ou le travailloman juste avant, celui qui souhaite la perfection. Oui, la perfection. Si je travaille sur celui-là, 2 secondes. En fait, celui-là, on pourrait lui demander au futur, qu'est-ce que tu feras une fois la perfection atteinte ? Vous le mettez dans le stress. Là. Il va trouver une autre réponse. Ouais. Alors, il faut voir comment ça se passe. Je ne connais pas bien les mécanismes de défense. C'est ça, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, si sa quête, c'est la perfection, et qu'est-ce qu'il fera une fois qu'il l'aura atteint ? Qu'est-ce qui restera à résoudre ? Et je le fais à chaque fois au futur. Qu'est-ce qui restera à résoudre si tout est devenu parfait ? Quel sera son rôle dans un monde sans défaut ? Et lui, il vous répondra, mécanisme de défense, rationalisation, la perfection n'existe pas. Alors je vais commencer jour 1 par faire ça, jour 2 par faire ça, jour... Ok. Ouais. Et là, peut-être... en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de... Là, ce que j'essaye de glisser, c'est aller avec lui dans sa quête jusqu'au bout. La pousser un peu à son paroxysme pour voir en quoi elle est ou comment elle est limitée ou limitante. Et même s'il rationalise, derrière, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Tenant compte du fait que la perfection n'existe pas, quel niveau de perfection te satisfera sur ce projet ? Très bien. Et en fait, j'ai toujours utilisé mon futur. Et à partir du moment où vous mettez la personne dans le futur, vous la forcez à se projeter vers un questionnement qui est un petit peu différent. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc en fait... On les garde, vos questions-là, je veux dire, elles vont être recyclées. C'est super. Et donc en fait, si on prend le livre du voyage du héros, quand on utilise la questionnologie, on est les gardiens en fait. On emmène le héros. Ouais, c'est pas mal ça, Patrick. À trouver sa quête. Super, Patrick. C'est vraiment ça. Il est bien votre pull. Ça. Comment votre pull vous a aidé ? Comment votre pull vous a aidé à être perspicace ? Faut dire merci à Maman Soulaï. Ah oui. Mais j'ai dit une fois par émission. Sinon, à chaque fois, ça va être de plus en plus. Moi, j'aurais aimé un peu de jaune. C'est mon goût, quoi. Merci. Je vous enverrai les vidéos. Je vous en prie. En quoi, Frédéric Fallis, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui, la questionnologie peut ou améliore le leadership ? Ça, c'est quelque chose c'est vraiment une tendance nouvelle, avec une lame de fond sur laquelle tous les managers, aucun manager ne pourra résister à cette lame de fond. La première lame de fond, c'est auparavant, moi quand j'étais... enfant, j'ai vu mon père grandir avec une loi super forte qui était le savoir, c'est le pouvoir. Vous voyez ce truc-là, très fort. Et aujourd'hui, le savoir, c'est plus du tout le pouvoir. D'ailleurs, les nouvelles générations sont persuadées qu'avec leur téléphone portable, ils ont bien plus d'informations accessibles que ce que vous en aurez jamais dans votre tête à vous. Donc le savoir ne fait plus le pouvoir. Et alors, qu'est-ce qui fait le pouvoir ? Qu'est-ce qui donne la légitimité aux managers ? Eh bien, mon point de vue, c'est la capacité à interroger différemment le savoir qui est à disposition de tous. Donc c'est mettre en question cette espèce de méga base de données mondialisée afin d'y trouver des réponses, des sens nouveaux. Un champion toute catégorie de ce truc-là, c'est Elon Musk. Elon Musk, il dispose des mêmes data que les autres. Et puis tout à coup, son travail, lui, il dit toujours, quel que soit le nouveau domaine sur lequel auquel je m'attaque, je cherche à identifier les 3 grandes questions qu'il faut adresser. Après le reste, c'est facile. Et donc, il va interroger les mêmes bases de données que tout le monde. Et tout à coup, les fusées atterrissent, enfin, à vrai dire, amérissent à l'horizontale. Je ne sais pas si vous voyez le changement de paradigme. Tout à coup, une voiture électrique est l'équivalent d'une Ferrari. Vous voyez, ce changement de paradigme parce qu'il a osé poser des questions qui sortent du classique. Donc, le gros enjeu, c'est cette lame de fond-là. Et puis alors, vous avez donc cette génération Y, Z, vous savez, les jeunes. En fait, ces jeunes ne veulent plus acheter un produit fini. C'est fini, ça. Si vous voulez recruter quelqu'un en lui disant « voilà ce qu'on vend, voilà ce qu'on fait », et qu'il n'a pas l'impression qu'il peut contribuer, ça ne va pas l'intéresser. Et donc, à la place, le manager doit être capable de l'impliquer dans une quête dans laquelle ce jeune va pouvoir contribuer. Quelle va être, c'est leur grande question en permanence, comment j'ai de l'impact ? Quelle est ma contribution ? Qu'est-ce que j'apporte de spécifique ? Et si vous lui dites, écoute, tu viens pas, de toute façon, notre offre, c'est ça.
En fait, ils se démobilisent très vite. Ouais, clairement. Alors que si vous réussissez à les mobiliser par une question, ils vont être beaucoup plus intéressés. Le champion de toute catégorie de ça, c'était Elon Musk. C'était Steve Jobs. Vraiment un champion de toute catégorie. Il a créé une question qui est « How to challenge the status quo ?» Comment challenger le statu quo. Cette question-là, tout le monde peut s'impliquer et apporter sa part de créativité. C'est pas pour rien que Steve Jobs, avec Apple, a réussi à mobiliser une communauté de développeurs que ni Apple ni Google n'ont jamais réussi Microsoft. à mobiliser. Et encore moins... Microsoft. Excusez-moi. Oui. Donc, Apple et Steve Jobs ont réussi à mobiliser une communauté de développeurs que Microsoft et Google n'ont pas encore réussi à faire, à mobiliser. Donc, C'est une soft skills en fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle ces nouvelles. Alors on l'appelle soft skills, compétences douces, mais en tout cas, c'est ces compétences de demain que la machine ne pourra pas avoir. Que la machine ne pourra pas avoir. Là, le plus bel exemple, je forme beaucoup de commerciaux et vous savez, tous les commerciaux sont challengés par Internet. C'est vrai, franchement, vous cherchez une voiture, utilisez un comparateur sur les mandataires, ça sera plus efficace que d'aller dans une concession. Donc, si la concession veut retrouver une raison d'être, une raison d'exister, il faut que le commercial pose au client des questions qu'il n'aura pas pu trouver sur Internet, des questions différenciantes. Voilà. Et là, il y a un gros travail. Il y a des flottes, des armées entières de commerciaux qui ont besoin de retrouver le sens en produisant des questions qui vont permettre au client de trouver une réponse qu'il n'avait pas déjà. Et tout ça, ça s'apprend. Exactement. J'en suis Bien. persuadé. C'était un plaisir de vous avoir là. De même. Franchement, on vous a attendu Merci. longtemps, Ouais. mais vous avez bien raison. On rappelle le titre de votre livre, Patrick, que vous montrez à la caméra. Questionnez mieux. Et gagner en leadership les 11 applications de la questionnologie pour réussir On en équipe. le trouve où, Fred Salis? Pour le moment, exclusivement sur Amazon. C'est le seul endroit sur lequel on a réussi à mettre ce livre à disposition, puisque c'est un livre en auto-édition. Ouais, il est super. On vous le conseille. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Patrick. On se retrouve demain. Bonne journée sur Beurre FM. Merci beaucoup.